bienvenue à cette édition du Salon Canado-Maghrébin. Avant de commencer ce panel sur la transformation numérique, qui est une première cette année, je tiens à remercier toute la direction du Salon, notamment M. Adil Chokri, qui fait en sorte que d'année en année, ce salon devient un incontournable pour l'économie canado-maghrébine. Donc, le thème de ce salon, qui est la transformation numérique et puis l'économie numérique en général, pour se mettre dans une mise en contexte québécoise, ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation numérique, depuis à peu près 2 ans, le Québec a amorcé en fait des consultations nationales et internationales pour, on va dire, un futur numérique qui est régulé, qui est adéquat et qui est évidemment prospère. Donc, on s'entend que la transformation numérique, ce n'est pas une question d'outils technologiques, ça va bien au-delà de ça. La transformation numérique, c'est un changement de mentalité majeur dans les organisations. Et ce changement de mentalité va conditionner en fait les décisions et les directions stratégiques des entreprises. Donc, pour répondre à ma première question, nul que M. Stéphane Ricoul. Stéphane, qui est président des événements ICOM Montréal, d'ailleurs, qui vont avoir lieu le 13 et 14 septembre prochain au Centre Mont-Royal. Donc, en fait, les salons ICOM est devenu un événement aussi incontournable au Canada. J'invite tout le monde, pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, à venir s'instruire, à venir s'imprégner, puis comprendre la culture numérique au Québec. Oui, puis je vais en profiter. Si vous vous inscrivez, là, envoyez-moi une invitation LinkedIn, puis je vous ferai parvenir un 20% de réduction, puisqu'on est ici pour parler de numérique aujourd'hui. Donc, pour vous remercier, je vous offrirai un 20% sur le prix du billet d'entrée. Ben, c'est la semaine prochaine, ça vient très vite. C'est très généreux de ta part, Stéphane. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, merci. Alors, Stéphane, comme première question, évidemment, au regard de tout ce que je viens de dire sur l'économie, la transformation numérique, la question qui t'est destinée, c'est quel est le pouls de l'écosystème au Québec? OK, l'écosystème numérique. Numérique, oui. Je vais te dire, c'est une vaste question. Oui. Il y a beaucoup d'initiatives actuellement qui sont discutées de part et d'autre. Toutes ces initiatives sont extrêmement importantes. On peut penser aux enjeux reliés à l'inéquité fiscale pour le commerce en ligne. On peut penser aux enjeux reliés actuellement à la renégociation des accords de l'ALENA, qui sont excessivement importants. Oui. On parle beaucoup de mettre en place un pôle logistique dédié au commerce électronique. Amazon a lancé un appel d'offres pour bâtir un 2e siège social ici au Canada. Je sais que le maire de Nicodère a levé sa main très haut pour dire que Montréal était une place de choix pour accueillir Amazon, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a plein d'enjeux de discuter actuellement. Mon souci ou mon appréhension par rapport à ça, c'est que ces enjeux sont discutés un peu comme notre économie est actuellement, c'est-à-dire en silo. Oui. Il n'y a pas on manque d'un leadership, on manque d'un volet inclusif à l'ensemble de ces discussions-là. Et je pense que le pouls de l'écosystème numérique ici au Québec, c'est ça, c'est trop d'initiatives séparées qui ne se parlent pas. Oui. Et on a besoin de regrouper l'ensemble de ces initiatives-là sous un chapeau commun, avec un leader à la tête. Alors, j'ai participé, moi, à au moins un des débats reliés à ce que le gouvernement a fait dans les concertations publiques par rapport à l'économie numérique. J'ai écouté les autres sur les Facebook Live, par exemple, et on a tous le même discours, à savoir qu'il serait très intéressant que le gouvernement crée une agence du numérique, crée une entité détachée de l'aspect politique pour mettre en place notre économie numérique de façon à ce que le Québec devienne encore plus fort et prenne toute sa place avec toute sa créativité et son identité numérique. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que le pouls aujourd'hui de cet écosystème
est un petit peu au ralenti encore, par manque de quoi? Moi, je dirais pas qu'il est au ralenti, Oui. parce qu'on en parle énormément, Oui. beaucoup dans les médias, puis tout le monde prend la parole. Mon voisin d'à côté, de Patrick de Théo Taxi, le patron de Théo Taxi, Alexandre Taillefer, parle aussi beaucoup de commerce électronique, d'Amazon. Oui. Toutes ces initiatives-là, ça bouge. Au contraire, je trouve ça très dynamique. Oui. Mais ça manque d'unification. Okay. Il faut absolument unifier le discours. Si on veut avoir un poids, c'est ensemble qu'on va l'avoir. Oui. Puis je pense qu'il faut se serrer les coudes. Oui. On est une petite province, veut pas, dans un pays qui s'appelle le Canada. On ne peut pas avoir des initiatives détachées les unes des autres. Okay. Il faut vraiment mettre de la colle entre tout ça, puis on va arriver à construire quelque chose de solide avec ça. Oui, c'est très pertinent. Okay. Merci. Là, je vais me tourner vers Mounia Serjouchny, qui est stratège senior chez Dialecta. Donc là, Stéphane nous a donné un petit aperçu, évidemment, sur l'écosystème numérique au Québec. Puis on va un petit peu voyager. Puis bon, Mounia, pour te présenter, tu viens du Maroc, tu as travaillé chez Google au Maroc, etc. Exactement. Donc j'imagine que c'est un écosystème que tu connais bien. Tout à fait. Et au regard de certaines statistiques que j'ai vues, qui sont assez effarantes, où il y a plusieurs milliers de dollars qui circulent en termes de transactions en ligne et puis de dirhams dépensés dans l'écosystème e-commerce au Maroc et puis peut-être au Maghreb également. Donc, peux-tu nous en parler un peu plus? Donc, comment gère-t-on le virage numérique au Maroc et puis peut-être au Maghreb en particulier? Je te dirais que le boom numérique au Maroc a commencé, on va dire, vers les années 2010. En 2010 et 2012, on a connu cette émergence numérique. Oui. Principalement, il y a eu l'infrastructure qui a été installée par toutes les entreprises ou les opérateurs Internet au Maroc qui ont favorisé l'intégration d'Internet dans les foyers marocains. Oui. Donc, on va dire que la société, elle était prête. Donc, du coup, les investisseurs ont vu l'opportunité, ont saisi l'opportunité de toucher l'Internet chez lui. Et donc, il y a eu plusieurs investissements qui ont été faits dans ce sens-là. Je peux dire aujourd'hui que 66,5% des foyers marocains ont accès à Internet, donc c'est quelque chose de très important. La Tunisie connaît un taux de pénétration de 44%, l'Algérie 20%, mais c'est quelque chose qui a favorisé, on va dire, cette pénétration. Exactement, cette pénétration, elle a favorisé cette transformation. En plus, il y a eu aussi le gouvernement qui a aidé, qui a favorisé ces transformations en mettant en place aujourd'hui l'Agence de développement numérique. OK, voilà, donc il y a de l'aide gouvernementale. Ça a vu le jour le 1er août, exactement. C'est pour, ça rejoint ce que vous venez de dire, Patrick. Donc nous, au Maroc, c'est bon, c'est officiel. Elle a pour objectif et pour but l'accompagnement des entreprises qui sont dans ce virage numérique et aussi, bien sûr, son but principal, c'est les aider à relever les défis en termes de formation de personnel, en termes de qualification du personnel, changement de culture, réorientation de cette culture d'entreprise vers une vision numérique parce que c'est l'enjeu principal qu'on voit aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la transformation numérique elle est en pleine croissance au Maghreb, principalement au Maroc. OK. Et donc, l'appui du gouvernement est très important. Très important. Exactement, est très important. Puis, en termes de passerelle de paiement, parce qu'on le voit un petit peu ailleurs qu'au Maroc, c'est vraiment un gros problème. Je dirais même peut-être un vide de structure de ce côté-là. Quelles sont les principales compagnies qui se sont installées ou qui sont déjà sur place en termes de passerelle de paiement dans le domaine du e-commerce et de l'achat en ligne? En fait, déjà, les banques marocaines, comme Tijari Wafa Bank, Crédit du Maroc, etc., Société Générale, toutes les enseignes marocaines dans le secteur bancaire ont évolué dans ce sens-là, ils ont vu que les sites e-commerce on a vu la naissance, comme je dis, des sites e-commerce vers 2010. Ça a été vraiment le boom chez nous. Ah oui, 2010. Donc, ils ont...
Donc, ils ont pensé à cela et ils ont évolué dans ce sens-là en mettant en place déjà les cartes de paiement au Maroc de façon nationale et aussi sur le plan international, ce sont des cartes comme Visa, Mastercard qui permettent le paiement à l'international. Aussi, le gouvernement a mis en place 2 organismes. Donc, je parle de l'organisme monétique interbancaire et Maroc Télécommerce qui veille aujourd'hui sur l'implantation du système de paiement en ligne et aussi la sécurité des paiements en ligne. En plus, ils ont facilité pour les entreprises qui opèrent on va dire, en montant assez important. Ils ont facilité les modes de paiement, mettent en place les virements à l'international en courte durée et tout est géré par l'Office d'échange. OK. Mais écoute, c'est vraiment très intéressant. Et puis, disons que oui, il y a... Juste pour... ça, c'est des initiatives gouvernementales. Exactement. C'est ça. Exactement, c'est le gouvernement. En plus, juste pour donner un exemple qui me revient à l'esprit, maintenant, par exemple, en termes de chiffres, aujourd'hui, on a connu le boom au niveau des sites e-commerce, mais aussi au niveau des sites, des journaux, on va dire, médiatisés. Portails d'information. Les portails d'information, exactement. Je vais citer le nom de Express particulièrement, qui est un site qui a été créé par les frères Guenoun, qui sont des piliers aujourd'hui dans les médias numériques au Maroc. Ils ont commencé en 2007, ils ont connu leur boom en 2012. Aujourd'hui, ce site-là, il connaît 2,5 millions de visiteurs par jour. Il a été classé... qui est quand même énorme. Très, très énorme en termes de médias. Il a été classé 3e après Google, Facebook. Il a dépassé carrément YouTube. J'aurais une question aussi. Est-ce que, avec le recul, tu pourrais dire que les pays maghrébins sont en avance par rapport au Québec en matière d'économie numérique? Je dirais que... Je parle principalement du Maroc. Je ne parle pas d'en avance. Moi, je suis là comme depuis 2 ans. J'ai travaillé dans les médias numériques pendant assez longtemps au Maroc pour dire qu'aujourd'hui, on a les ressources nécessaires. Le gouvernement a mis en place les plans nécessaires. Et donc, les deux, ensemble, font qu'aujourd'hui, on va atteindre, je dirais, je ne sais pas si on va dépasser, mais on peut se placer, le Maroc peut être bien positionné. Sur le plan des... Donc, c'est porteur d'espoir pour le Québec aussi, parce qu'on a un gouvernement qui travaille actuellement à mettre en place une stratégie numérique, un plan d'action par rapport à ça. Puis, on a toute l'expertise nécessaire ici chez nous. Donc, correct. Très positif. Merci Mounia pour toutes ces explications. Là, du Maroc ou du Maghreb, on revient au Québec. Donc, avec Patrick Gagné. Donc, Patrick qui est associé chef du développement produit chez Taxelco, qui est Théo Taxi. Donc, on connaît tous aujourd'hui ce phénomène, Théo Taxi, un petit peu partout à Montréal. Et puis, la raison pour laquelle j'ai un petit peu insisté pour que Patrick fasse partie de ce panel, parce que, bon, comme leur slogan le dit, ma ville au bout des doigts. Donc, on sent que, bon, chez Théo Taxi, évidemment, à travers leur application mobile, etc., que le numérique est bien instauré. Donc, moi, la question que je voulais te poser, Patrick, qui est en relation directement avec un enjeu majeur, qui sont les opérations et la transformation numérique. Donc, chez Théo Taxi, comment vous gérez justement vos opérations à travers cette transformation-là? Alors, nous, on a créé Théo Taxi il y a 2 ans. Et Théo est né avec la technologie. On est les initiateurs du projet viennent de la techno. Moi, ça fait 20 ans que je suis en technologie. Donc, c'était clair que dès le départ, c'est une entreprise numérique qui allait naître. On mettait au monde une compagnie de taxi, un opérateur, un modèle d'opération de taxi différent, mais ancré fortement dans le numérique, de sorte que toutes les composantes de l'opération sont numérisées. On est en partant des véhicules. Donc, la base de notre plateforme technologique, ce sont les véhicules. On a des capteurs de données à bord des véhicules. On a des lecteurs RFID pour les cartes des chauffeurs, qui sont leurs clés numériques, si vous voulez. On a une tablette pour les chauffeurs à l'avant, on a une tablette passager à l'arrière, on a un modem à bord des véhicules pour le Wi-Fi. Donc, l'immersion complète, donc, le client est en pleine immersion. C'est un bolide numérique, là, ce taxi,
qui transmet de la donnée, qui reçoit de la donnée en temps réel. Donc, il nourrit notre écosystème tous les jours. On a une capacité de mesurer la performance de chaque véhicule, de chaque chauffeur à la seconde. D'accord. On reçoit de l'information à la seconde, l'état de charge du véhicule notamment, la vitesse, la consommation d'énergie, la position du véhicule, tout ça est transmis à la seconde et traité à la seconde dans nos systèmes. D'accord. Donc ça, c'est la base de notre écosystème numérique. Ensuite, on a une couche de logiciels qui permet de gérer les véhicules, les chauffeurs, les horaires des chauffeurs, qui est un aspect très complexe de notre entreprise, de notre modèle d'affaires, et les permis. Il faut savoir que quand un chauffeur fait un check-in dans un véhicule, c'est-à-dire quand il déverrouille un véhicule avec sa passe RFID, ben, on associe dynamiquement un permis de taxi à ce moment-là. Donc, on crée un trinôme véhicule, chauffeur, permis qui est unique dans le modèle de taxi. Là. Ça ne s'est pas fait à date au monde. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé avec beaucoup de, je dirais, de témérité il y a 2 ans, parce que c'était complexe de mettre ça en place. Et ensuite, on a une couche de gestion, de répartition des véhicules qui est dynamique, qui se fait automatiquement. Donc, les véhicules sont affectés automatiquement. Puis ensuite, je dirais, le haut de notre pyramide technologique, c'est l'application mobile, qui est la pointe de l'iceberg. C'est vraiment super intéressant. Oui, vas-y. Ben, si je me permets de rajouter, je trouve ce modèle effectivement très intéressant parce que quand on parle de transformation numérique des entreprises, la plupart du temps, on parle d'une portion de l'entreprise qui numériquement est transformée. Théo Taxi, là, c'est l'entreprise au complet qui est numérique. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un modèle à regarder, ça. Oui. Effectivement. Et j'ai une autre question pour toi, Patrick. C'est évidemment, on est dans un salon canado-maghrébin, puis on sait qu'au niveau du recrutement, que vous avez quand même une marque employeur qui est assez forte aujourd'hui, qui circule un petit peu partout à travers votre produit, évidemment, et que votre recrutement se fait beaucoup par rapport à des chauffeurs qui sont issus de l'immigration maghrébine en l'occurrence. Donc, vous, quel est votre processus de recrutement? Et puis, tu m'as donné une bonne nouvelle tout à l'heure, derrière les coulisses. Tu me disais qu'aujourd'hui, les chauffeurs n'avaient plus besoin de permis. Donc, ça ouvre les vannes un petit peu, puis ça attire du volume. Comment vous gérez le recrutement et puis comment vous contournez votre concurrence? Alors, d'une part, on a un modèle complètement différent de celui du taxi traditionnel parce qu'on a un modèle de salariat. Ce qui n'existe pas dans le taxi nulle part en Amérique du Nord, ni en Europe, ni, je crois, au Maghreb. La plupart des compagnies de taxi ont un modèle avec travailleur autonome. Donc, un chauffeur de taxi, c'est un travailleur autonome dans le taxi traditionnel. Nous, on a transformé ce modèle-là. Ce sont des employés chez nous. Donc, déjà là, on a un différenciateur par rapport à l'industrie, par rapport à Uber, ou tous ces modèles d'autopartage numérique. D'une part. D'autre part, ça vient avec les bénéfices, c'est-à-dire des vacances payées, la régie de rente. Donc, c'est un modèle très différent pour quelqu'un qui veut faire du taxi, d'une part. D'autre part, on a maintenant la possibilité, depuis cette semaine, le ministère des Transports a émis une nouvelle réglementation qui change la formation et les requis pour obtenir un permis de taxi, de chauffeur de taxi. Donc, et on va pouvoir nous-mêmes former nos chauffeurs, ce qui va aussi nous permettre de changer le profil des chauffeurs qu'on embauche. On souhaite embaucher plusieurs profils. Donc, on est en train de changer ce profil-là. On veut embaucher des étudiants pour les pointes de demande, notamment les week-ends. Des retraités, des femmes. On veut changer aussi la composition, amener de la diversité. C'est vraiment très intéressant. Absolument. Donc, on se dirige vers ça. Donc, le recrutement, les techniques de recrutement de nos chauffeurs et chauffeuses va forcément changer. Et on va utiliser beaucoup le numérique, justement, pour gérer cet entonnoir de conversion. Là. Pour finir ce que tu dis, moi, j'invite les personnes présentes qui nous écoutent à juste aller regarder les vidéos qui sont sur votre site Internet, qui est du storytelling, qui est très, très, très intéressant, puis voir un petit peu le quotidien de vos chauffeurs. Absolument. Donc, merci Patrick. Je tiens à le souligner quand même que 45% de nos chauffeurs sont maghrébins aujourd'hui. Ben, c'est pas négligeable.
OK, merci. Donc là, pour finir, je vais passer à l'écosystème e-commerce avec Mathieu Hall. Donc, Mathieu, tu es vice-président des affaires électroniques chez Knock Knock Café, comme on le voit sur ton beau chandail. Voilà. Donc, Mathieu, bon, tu as beaucoup milité pour le e-commerce au Québec à travers le regroupement des commerces électroniques du Québec. Tu as fait beaucoup de meetings avec le CEFRIO, puis, et tu as emmené toute une délégation à 2 reprises au e-com en France. Donc, Mathieu, comment va l'écosystème e-commerce au Québec? La question la plus difficile à la fin, c'est ça? Oui. Il y a 2 choses. Si on se base d'un point de vue consommateur, le e-commerce au Québec, il va très bien. Les gens achètent, dépensent, sont rassurés quand ils vont en ligne, sont livrés suffisamment rapidement, donc ils sont satisfaits en général de comment ça se passe. Donc le consommateur, lui, il va bien. Il achète et il continuera d'acheter, c'est sûr. Après, ce consommateur, il a une perception un peu, on va dire, nord-américaine du commerce électronique, puisque le commerce électronique n'a pas de frontières en tant que tel, puisque c'est l'Internet, et l'Internet n'en a pas. Donc, il a tendance à acheter beaucoup à l'extérieur du Québec. Okay? Et de ce fait, il a une confiance dans les marques à l'extérieur du Québec, voire à l'extérieur du Canada, qui est très, très forte. Récemment, on a vu des chiffres où, à peu près à 60%, le consommateur, il est rassuré quand il va acheter sur eBay, sur Amazon. Et ça drop littéralement à 25% quand il s'agit d'acheter sur un site marchand québécois. Pourquoi? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que là, il se sent moins rassuré parce que c'est plus proche de lui? C'est une perception assez difficile à comprendre. Si on prend l'autre volet et qu'on se base sur le côté entreprise, les commerçants de détail, pour eux, ça ne va pas bien du tout. Ils ne sont pas assez présents en ligne. Quand ils sont présents en ligne, ils ne sont pas assez visibles. Et quand ils sont visibles, évidemment, ils ne vendent pas assez, puisque, on l'a vu, c'est les grosses marques qui ont le gros du marché. Donc, le marché du e-commerce, d'un point de vue consommateur, va bien. D'un point de vue détaillant, il y a énormément de travail à faire, aussi bien dans l'éducation des entrepreneurs, parce que là on voit Théo Taxi est né avec le numérique, donc c'est sûr que cette entreprise-là ne pouvait pas se dire on va refaire la même chose que font les autres, mais un peu plus cool, puis on va insérer un peu de numérique. Non, ils ont décidé d'y aller, puis ils y sont allés à temps plein. Il y a des événements sur le e-commerce qui sont là pour justement redonner une confiance dans le fait que l'écosystème ici au Québec, il est présent. On a tout ce qu'il faut pour faire du commerce électronique. Ce qu'il manque, en effet, c'est peut-être des initiatives gouvernementales qui soient bien structurées pour que les détaillants puissent se sentir beaucoup plus à l'aise en allant vers le commerce électronique, comme on l'a vu avec les jeux vidéo, avec le pharmaceutique, etc. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Effectivement, OK. Là, je pense qu'il nous reste quelques minutes. J'aimerais juste passer à travers les invités avec des recommandations au niveau de l'optimisation de cette transformation. Donc, je vais commencer par Patrick. Si tu avais une recommandation à donner, ça serait laquelle? C'est que je pense qu'il faut d'amener le numérique, c'est pas juste des outils, c'est des processus qu'on change. Quand on transforme une entreprise par le numérique, les outils sont pas une fin en soi. Je pense que la clé, c'est de trouver les bénéfices à tirer par le biais du numérique qui vont faire propulser l'entreprise, soit en termes de commercialisation, en termes de coupure de coûts. Nous, on l'utilise pour tout ça. On utilise les outils numériques pour autant pour l'optimisation de notre business, qui est très, très importante, que la commercialisation, la communication auprès de nos clients, nos usagers, la communication auprès des chauffeurs. On souhaite communiquer par texto, par courriel à nos chauffeurs. Donc, le numérique, pour nous, est vraiment un outil, mais la finalité, c'est vraiment la transformation, c'est la propulsion de l'entreprise pour aller plus vite, mieux faire, plus rapidement. Voilà. Merci. Merci. Stéphane? C'est clair que je rejoins les mots de Patrick. Oui, de Patrick. Le numérique, il est sociétal aujourd'hui, il est dans nos vies
de tous les jours, il est dans les vies de nos entreprises. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder le numérique de façon holistique pour voir comment le numérique peut devenir un levier de croissance économique sans trahir nos propres valeurs, sans trahir l'ADN de notre entreprise, sans trahir qui on est en tant qu'individu et en tant que société. Puis le numérique, il peut nous apporter ça. Il faut juste le comprendre. Il faut juste capter l'essentiel de ce que le numérique est capable de nous apporter, sans se travestir. Oui, absolument. Mounia? Moi, je dirais que pour réussir une transformation numérique aujourd'hui, il faut miser sur ou adopter déjà une vision numérique auprès des dirigeants, auprès de la culture de l'entreprise, des intervenants dans l'entreprise, et aussi en ayant des formations de base qui vont permettre de réussir cette transformation numérique. Absolument, oui. Mathieu? Moi, je pense qu'il faut tout de suite que tout le monde regarde ce qu'il fait dans la vie, comment il achète, comment il se comporte, où est-ce qu'il travaille et qu'est-ce qu'il fait comme travail. Et qu'il pense qu'il s'imagine, là on pose souvent la question dans les recrutements, vous voyez où dans 5 ou 10 ans, posez-vous cette question-là, où je me vois numériquement dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que mon emploi sera toujours ce qu'il est aujourd'hui ou est-ce qu'il va être différent? Est-ce que la façon dont j'achète, dont je voyage, dont je consomme va être ce qu'elle est aujourd'hui ou elle va être différente? Je suis pas mal sûr que ça va être différent sur plein de points. Et je pense qu'il faut l'aborder avec beaucoup d'éducation et non pas avoir peur de ce qui se dit, parce que ça va très très vite. Le numérique, ça va aussi très vite dans les médias. On prend une idée, on la balance, et puis là, les gens sont comme « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Je pense qu'il faut y aller avec beaucoup d'éducation, donc j'invite à lire encore des livres numériques pour voir un peu vers quoi ça s'en va et tout de suite se coller à cette culture qui révolutionne et révolutionnera encore plus dans les années à venir. OK. Merci à vous tous pour vous être déplacés d'abord un samedi où il fait quand même beau. Donc moi je pense que regarde ce qu'on a dit, puis on a quand même des leaders qui sont dans le domaine numérique et puis qui peuvent doter puis optimiser le futur numérique du Québec avec une prospérité, une régularité. En tout cas, on l'espère. Merci de nous avoir écoutés et puis peut-être à une autre édition l'année prochaine. Merci beaucoup.